Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Papyrus Édition, le podcast Hiéroglyphe. Aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Jérôme Pinte, l'auteur qui vient de faire aux éditions Papyrus. Jérôme, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, Jérôme. Donc, comme le veut la tradition, aux éditions Papyrus, en fait, on invite les auteurs à échanger autour d'un thème qu'ils choisissent librement. Aujourd'hui, vous avez choisi l'optimisme. Et pourquoi l'optimisme, Jérôme? Alors, si j'ai choisi ce thème, c'est parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai quand même eu ce côté optimiste, malgré donc les difficultés que l'on peut rencontrer. Pour moi, ça a été très important de voir plutôt le bon côté des choses plutôt que le côté négatif pour pouvoir passer les obstacles. Pour nous, pour ma part, je trouve que nous vivons dans des fois des épreuves. Enfin, tout le monde vit des obstacles. Et plutôt que de voir le mauvais côté, j'ai préféré voir le bon côté des choses. En cette période justement que nous vivons actuellement, une période un peu inédite, un peu particulière, un peu spéciale, je vois des gens qui sont plutôt à la fois qui sont pessimistes et d'autres qui sont optimistes. Et je constate que les personnes qui ont tendance à être plutôt optimistes vont être moins malades, moins anxieux, moins stressés, plus ouverts, plus à même de traverser cette période de manière positive et d'en profiter pour créer, faire autre chose, se découvrir des talents, se découvrir des choses. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème de l'optimisme. Oh, mais c'est une très bonne chose, surtout pendant cette période qui n'est pas facile. Dans le livre Faire le bien, bien le faire, il y a beaucoup de mots qui reviennent, des beaux mots qui reviennent, comme amour, bonté, compassion, gratitude, joie. Est-ce que pour vous, ces mots-là sont synonymes d'optimisme? Ah ben oui, parfaitement. Effectivement, ce sont des thèmes qui ont pour moi une portée positive et qui ont une portée justement d'engager les gens à faire le bien et bien le faire, justement, à agir dans ce sens. C'est vrai que l'amour, la bonté, la gratitude sont des choses qui vont nous rendre joyeux, heureux et qui vont être, comme on va, contagieux, si vous voulez. Ils vont apporter un bonheur, ça va se propager et ça va permettre aux gens d'être mieux, d'avoir une meilleure vision des choses et de pouvoir être vraiment dans un sentiment de joie, c'est ça, de pouvoir avancer de manière moins difficile, voilà, de manière moins dure, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir choisi des mots qui ont une connotation positive et qui d'ailleurs j'ai eu des retours de lecteurs qui m'ont dit, mais vraiment vos mots nous ont permis de voir les choses différemment, de pouvoir nous qui avons tendance parfois à plutôt se morfondre, à plutôt se plaindre de telle ou telle chose, eh bien avec votre ouvrage, vos livres, vos mots, eh bien vous nous montrez que autre chose est possible. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une vision, voilà, qui permet encore une fois de traverser l'existence alors sans être forcément dans un monde de bisounours. Attention, hein, je dis pas qu'il faut nier les drames, qu'il faut nier les difficultés, mais en les regardant d'un côté plus joyeux, enfin, en les tournant plutôt d'une manière positive, eh bien, on arrive à mieux les traverser, à mieux les vivre. Voilà. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est que des bonnes choses, mais j'imagine derrière, ça demande aussi, pour arriver un peu à cet état d'optimisme, derrière, ça a dû demander aussi une certaine rigueur, non? Comment vous êtes amené à réfléchir et à vivre l'optimisme? Disons qu'en fait, si vous voulez, au départ, quand on est plus jeune, des fois, on est dans un milieu familial, on vit ce que Pierre Bourdieu, avait appelé l'habitus, c'est-à-dire qu'en fait, on est conditionné, on est dans un format familial, donc, si vous voulez, des fois, pour peu que la famille nous oppresse, nous enferme dans une pensée qui dit que le monde va mal, que tout va mal, que tout est négatif, là, voilà. Donc, c'est pas impossible. On peut s'en sortir. Donc, effectivement, il faut déjà arriver. La première action, c'est se détacher de ce noyau un peu pas pourri, mais voilà, sclérosé, quoi, qui nous permet pas d'avancer. Donc, si on arrive à se libérer de ça, déjà, c'est un premier acte. Et ensuite, on fait des rencontres, on agit, on pratique de la méditation,
on va aller vers des gens qui ont des connaissances, on va se nourrir de pensées positives. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est durant mon parcours, j'ai effectivement avancé à tâtons en vivant des expériences. De toute façon, nous sommes là pour vivre des expériences et des fois elles sont heureuses, des fois elles sont malheureuses, mais celles qui sont malheureuses, pour mieux les vivre, il faut se forger effectivement, je dirais pas une carapace, mais un caractère fort et pouvoir s'écouter, voilà, s'écouter. Ne pas écouter parce que la manière dont va le vivre quelqu'un d'autre, c'est sa manière de le vivre. Donc, faut pas dire, oui, mais si je t'adapte, non, mais tu n'es pas à ma place. Donc, ne va pas dire comment tu vas vivre, parce que moi, je vis ma vie comme je l'entends, dans la mesure où je ne nuis à personne, bien entendu, je l'entends. Mais voilà, pour répondre à votre question, la rigueur, oui, de la rigueur. Mais sans que ce soit pesant non plus, sans que ce soit quelque chose de contraignant, sans que ce soit quelque chose qui prenne la tête. C'est quelque chose qui doit être quand même agréable à vivre. Au départ, ça peut ne pas l'être parce que justement, on était dans une forme de confort. On appelle ça une zone de confort. Finalement, on n'en est pas une, puisque on est enfermé dans un schéma, dans des habitudes. Mais quand on arrive à sortir justement de cette zone de confort, eh bien, on se libère, on arrive à être soi, on arrive à être vraiment soi. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de... Voilà. Donc, on est dans cet état. La première étape de libération des habitudes que vous dites, est-ce que c'est pas le plus difficile, finalement? Ben si, puisque effectivement, au départ, selon moi, nous arrivons dans ce monde avec un état plutôt sain. On a un cahier des charges qui est prévu d'avance et qui ensuite nous est un petit peu, on le perd parce que on est pointé du doigt par la famille, les parents, par les professeurs, par la société, les patrons. On est toujours dans une boîte, si vous voulez. On est dans une boîte à bac, on est dans une boîte entreprise, et puis à la fin, on finit entre quatre planches dans une boîte. Donc, si on n'arrive pas à sortir de cette boîte, eh bien, on est foutu. Il faut arriver à sortir de cette putain de boîte, pardon, excusez-moi l'expression, mais effectivement, c'est se libérer de tous ces carcans, de toutes ces choses qu'on nous a mis dans la tête pour pouvoir être soi. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est pas facile, parce que du coup, il y a des détachements qui se font avec des personnes qui, pour autant, on ne les déteste pas, on n'a pas de haine envers eux, mais on s'en libère progressivement. Donc, et c'est l'optimisme qui nous permet cela, bien sûr. D'accord. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Donc, c'est l'optimisme. Et c'est l'optimisme qui permet cela. Dès cette étape-là, a déjà été très présente. Exactement. Mais c'est un état d'esprit. De toute façon, l'optimisme, à la base, c'est quelque chose, bien sûr, c'est ce qui désigne un état d'esprit qui perçoit le monde et l'univers de manière positive. Donc, voilà. De toute façon, le fondement de l'optimisme, ça remonte à Socrate, Platon l'a professé, puis Aristote. Voilà. Une personne optimiste, c'est une personne qui a tendance à voir le bon côté des choses, à penser du bien des gens, à considérer que des événements, même fâcheux, comme on peut les vivre actuellement, prendront, quoi qu'il arrive, une tournure positive, en fin de compte, dans la mesure où l'on trouve toujours une solution au problème. Voilà. Donc, l'optimisme, c'est quelque chose qui est lié avec un monde extérieur, mais ça peut être aussi lié à soi-même. C'est-à-dire, on peut être optimiste des événements qui sont indépendants de notre volonté, mais aussi des choses où on a un lien direct sur ça. Alors, effectivement, au départ, tout part de soi. Au départ, nous sommes, de toute façon, nous sommes seuls. Donc, nous-mêmes, nous sommes maîtres de nos pensées, nous sommes maîtres de nos vies. Donc, c'est nous-mêmes qui, au départ, choisissons d'être optimistes ou d'être pessimistes. Ensuite, ça ne veut pas dire que l'optimiste ne va pas vivre des événements dramatiques, des pertes, des deuils, des accidents, des licenciements, et j'en passe. Mais tout ça a un sens. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. C'est ce que je pense. Je ne dis pas qu'on en reparlera peut-être, mais ce que je dis, ce n'est pas une vérité absolue. C'est ma vérité. Et après, je sais que d'autres la partagent. D'autres peut-être ne la partagent pas. Et ça, c'est heureusement la possibilité d'avoir des avis différents. Donc oui, effectivement, pour répondre à votre question, ça part de soi, mais après, effectivement, ça a une répercussion sur l'extérieur. C'est-à-dire que si on est optimiste, on va dégager quelque chose de positif, on va vibrer, on va émettre des vibrations et les gens qui nous entourent vont pouvoir profiter de cela. La négativité est un mal très contagieux, mais l'optimisme est un bien aussi contagieux, mais qui est contagieux dans le bon sens du terme, qui est contagieux, va vraiment apporter du bien au monde. Chacun va pouvoir se retrouver et retrouver son soi intérieur et pouvoir
apporter au monde ce qu'il a à proposer, parce que nous avons tous en nous des talents, nous avons tous en nous quelque chose à apporter. Vous, par exemple, du fait de votre maison d'édition Papyrus, vous avez donné la possibilité à des gens de s'exprimer. Au départ, c'était des personnes âgées qui pouvaient témoigner et donner leur avis, qui pouvaient sur le monde, justement, donner leur part, faire un témoignage de leur expérience. Donc ça, c'est génial, c'est formidable. Donc vous avez apporté ça, chacun apporte quelque chose. Et nous sommes tous reliés, donc nous avons tous à nous apporter. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous dites aussi, pour la lettre U dans l'abécédaire de faire le bien le faire, pour la lettre U, vous avez choisi le mot univers et vous commencez le texte, votre texte. Comme ça, nous évoluons toutes et tous dans ce qu'on appelle l'univers. C'est l'ensemble de tout ce qui existe, régi par un ensemble de lois, comme la loi de la nature, la loi d'attraction déjà citée et bien d'autres encore. En gros, oui. J'ai l'impression que vous acceptez finalement la loi de la nature telle qu'elle et vous luttez pas contre ça. Aussi, un optimiste, c'est aussi se soumettre à certaines lois qui sont au-dessus de lui. Hein. Tout à fait, effectivement. De toute manière, nous avons une loi qui est la loi de l'attraction, comme vous l'avez cité, et qui, de toute manière, si on pense positivement, on attire le positif. Si on pense négativement, on attire le négatif. Nos pensées sont créatrices. Nos pensées sont très créatrices. Et l'univers, nous sommes l'univers. Nous appartenons à cet ensemble d'énergie. Nous sommes énergie. Et en véhiculant des énergies positives, eh bien, nous faisons germer ici et là des points. Voilà. Je ne sais pas quand aura lieu la diffusion de cet échange, mais en tout cas, sachez, ce sera peut-être passé, on ne sait pas, mais en tout cas, le 4 et 5 avril, il y aura une grande méditation mondiale. Et c'est ce qui va pouvoir créer un égrégore. Ce qu'on appelle un égrégore, c'est un ensemble d'énergie qui va pouvoir apporter un nouveau souffle à notre monde actuel. Voilà. Ah, c'est très intéressant, ça. Et après un temps, je suivrai, je ne sais pas encore quand ça sera publié, mais en tous les cas, le 15 et 5 avril, on sera attentif à cet événement. Ouais. Mais est-ce que les choses se compliquent pas avec la raison? Comme vous l'écrivez, l'homme est doué de raison. C'est ce qui le différencie des animaux. Est-ce que la raison, finalement, c'est pas l'ennemi de l'optimisme? Alors justement, savoir se libérer, bon, l'homme est doué de raison, oui, c'est ça. Mais bon, la raison, on discerne par la raison le bien et le mal. Donc justement, le bien et le mal existent, il y a un équilibre qui se fait, mais comment dire, le fait de pouvoir suivre sa raison, c'est si on va vers le bien, quoi. On va tendre vers le bien. Donc on va faire du bien autour de soi, et pareil, encore une fois, on va véhiculer ces énergies positives, et on va pouvoir transmettre aux autres, aux uns et aux autres, ce qu'on a de mieux en nous. Mais chacun, on a tous une part d'ombre et de lumière. Donc c'est vrai que nous avons eu des actes, des fois, qui ne sont pas conformes avec ce qu'on est vraiment, mais qui font que notre partie de notre expérience de vie et qui font que nous apprenons à mieux agir. On rectifie le tir, si je puis dire. On va dire, ah oui, attention, là, j'ai pas bien agi. Ça ne veut pas dire que personne n'est parfait, mais on tend à l'être petit à petit. Et ça, on y viendra, je l'espère. Et qu'est-ce que vous répondez à des personnes qui ont une conception du bien et du mal différente de la vôtre? Disons qu'effectivement, je l'accepte. Disons qu'au contraire, je trouve que c'est enrichissant de pouvoir discuter et échanger avec des gens qui n'ont pas le même avis que nous, que ceux qui sont optimistes. Mais il faut arriver à comprendre, à démontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les personnes qui vont plutôt avoir un côté optimiste se sentiront quand même mieux dans leur corps, dans leur tête, que ceux qui ont un côté pessimiste. Je vais citer une citation de Edmond Thiaudière dans son livre « La décevance du vrai ». La raison d'être des optimistes, c'est qu'ils se sentent vivre. Celle des pessimistes, qu'ils se regardent vivre. Donc c'est en fait une vie sans vie, selon moi, pour des personnes qui ont tendance à se complaire et à vivre ils sont un peu dans un cercle, dans le triangle, vous savez, de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Vous voyez et il faut savoir que ça n'existe pas. Nous sommes tous maîtres de nos vies, encore une fois, je le répète. Et si on se focalise sur ce qui est mal, eh bien, on va l'obtenir encore plus. Donc, c'est une loi, la loi d'attraction, c'est une réalité. On n'y peut rien, elle est imparable. Elle est comme ça. J'ai pu vivre l'expérience de toute façon à la fois négative, puisque dans mon parcours, avant d'atteindre cet optimisme que j'ai actuellement,
Bien, j'ai connu moi-même des périodes où j'étais négatif, où je pense, et j'ai pu voir que dans ces moments où j'étais négatif, eh bien, au contraire, eh bien là, je n'attirais que des choses négatives. Parce que la négativité attire la négativité. C'est scientifique, même c'est physique, quoi. Je veux dire, c'est quantique, voilà. Tout ça est énergie. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a reçu beaucoup de mots de vos lecteurs qui sont tombés malades d'optimistes, si on peut dire ça. Ouais. C'est-à-dire que votre livre a vraiment fait beaucoup de bien à des personnes aussi qui étaient dans des périodes un peu de transition. Donc ça, je comptais quand même le souligner. Et donc je me suis permis de vous couper quand même parce que sinon je voulais quand même le préciser. Et il y avait aussi quelque chose dans l'optimisme, vous en parlez aussi un peu dans votre livre, Faire le bien, bien le faire. C'est le hasard en fait, c'est le non-rôle du hasard. Parce que pour vous, il n'y a pas de hasard, c'est ça? Ben non, justement, le hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dit Éluard. Donc effectivement, le hasard, pour moi, n'existe pas. Ce qui arrive a été prévu d'avance, si vous voulez. Nous sommes arrivés dans ce monde avec un cahier des charges, avec des choses à faire, comme je le disais tout à l'heure, mais je le redis, avec des choses qui nous sont données à faire. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des synchronicités. Il y a des signes, comme j'en parle dans mon livre, il a suffi de quelques signes. Des choses qui arrivent pas par hasard. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition. On suit notre intuition. Je vais vous donner une petite anecdote. À Paris, quand j'habitais en région parisienne, je me rendais à la gare Saint-Lazare et d'habitude, je sortais toujours par la porte d'entrée principale. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis senti guidé comme pour aller vers la porte latérale, la sortie latérale. Ce que j'ai fait. Bon, sans chercher vraiment à comprendre pourquoi, mais j'ai fini très rapidement par comprendre. C'est qu'au moment où je suis arrivé à l'endroit de l'entrée principale, eh bien là, j'ai vu que la porte était complètement bouclée par un cordon de policiers parce qu'il y avait une alerte à la bombe. Donc, vous voyez, inconsciemment, mon esprit m'avait donné un signal pour me dire attention, danger. Nous sommes très doués. Si les gens savaient à quel point ils étaient doués de cela, et encore, on n'utilise pas notre cerveau à notre potentiel maximum. Nous n'utilisons que, je ne sais plus quel pourcentage, mais c'est un pourcentage qui n'est pas du tout conforme avec celui qu'on devrait utiliser. Alors, certains l'utilisent à bon escient, certains n'utilisent pas à bon escient. Mais c'est vrai que pour revenir à votre question du hasard, effectivement, le hasard, non, pour moi, il n'y a pas de hasard, ça arrive. C'est comme, c'était écrit, maktoub, comme on dit en arabe, c'est écrit. C'est écrit. Il y a dans la petite anecdote que vous décriviez, on sent aussi peut-être l'utilisation d'une intuition ou d'une intelligence émotionnelle aussi, non? Oui. Aussi, non? Effectivement, oui, l'intelligence émotionnelle, l'intuition, je viens d'en parler, effectivement, oui, suivre son intuition, suivre son corps et son cœur, plutôt que de suivre les informations anxiogènes, les médias qui vont plutôt avoir tendance à nous faire une manipulation par la peur, nous manipuler par la peur, et voilà, se tourner plutôt vers des choses positives, et voilà, l'intuition et l'intelligence émotionnelle. Alors oui, plutôt que l'intelligence artificielle, utilisons nos émotions. Les émotions, nous sommes faits d'émotions. Donc, parlons de nos émotions, mettons en avant nos émotions, osons exprimer ce que nous avons exprimé, osons exprimer nos colères si nous avons des colères, de la joie, de la tristesse, tout ça, de la peur, ne pas les réprimer. Ça évitera beaucoup de maladies. Voilà, le corps nous parle. Le corps est un vecteur vraiment qui nous dit attention, là, tu vas pas sur le bon chemin. Les douleurs que nous pouvons avoir parfois ont un sens, si vous voulez. Donc ça, c'est l'intelligence émotionnelle aussi. Ça fait partie du ressenti. On va ressentir des choses. On va se dire, tiens, à ce moment-là, non, là, je vais là, je suis angoissé, je suis pas bien. Donc, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, la période actuelle, on parle plus d'intelligence artificielle que d'intelligence émotionnelle? Qu'est-ce qui fait ça? Disons qu'en fait, si vous voulez, après, il y a une question de progrès. Le progrès a du bon, mais le progrès n'a pas que du bon. Le progrès n'est pas forcément que bon. On le voit d'ailleurs avec la mise en place de certaines technologies qui vont plutôt avoir tendance à nous rendre malades. Hein. Je pense à la 5G, je pense au compteur Linky, je pense à toutes ces choses qui vont nous rendre un peu, qui vont nous déconnecter et pas nous faire du bien du tout. Hein. Alors l'intelligence artificielle, je ne pourrais pas dire que ce soit quelque chose qui va nous rendre malades, parce que ça c'est au point de vue, j'ai pas une connaissance
très grande dans ce domaine. Je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, mais en tout cas, parce que pour ma part, nous sommes faits d'émotions et j'ai plus tendance à mettre en avant le quotient émotionnel que le quotient intellectuel. Alors, parce que l'intelligence, elle est dans les actions, elle est dans la manière de parler aux gens, elle est dans la manière de pouvoir s'exprimer, elle est dans la manière de pouvoir aimer et dans la manière aussi de faire le bien et bien le faire. Voilà. À la portée de tous, en fait. Oui, tout à fait, bien sûr. De toute façon, nous sommes tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, reliés. Donc, des personnes qui peuvent, selon nous, agir mal, comme je l'ai dit, c'est pas la peine de pointer du doigt ceux qui font mal, parce que ça crée une énergie qui va accroître la négativité qu'ils vont envoyer. Donc, il faut les aider, si on veut dire. C'est un peu pas idiot, mais ça peut sembler difficile et compliqué pour certaines personnes de se dire, oui, mais attends, lui, depuis... Non, puis il faut se dire aussi une bonne chose, c'est que nous sommes maîtres de nos vies et que c'est pas la peine de chercher à culpabiliser ou à dire que c'est la faute d'un tel. Il faut aussi chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Et agisse en conscience. Mais de toute façon, par rapport à l'optimisme, dans la philosophie, Leibniz l'avait exposé déjà, vous savez, au XVIIIe siècle, dans sa Théodicée, il décrit un système philosophique qui est fondé sur une harmonie préétablie pour expliquer l'existence du mal sur Terre. Et alors, Leibniz, il part du principe de la perfection et de la bonté divine. Alors lui, il a un côté plutôt religieux, mais moi, ce que je mets en avant, c'est plutôt la spiritualité. Et donc, la pensée leibnizienne, elle a été aussi, présentée dans le livre de Candide, de Voltaire, pardon, et qui, avec son personnage Pangloss, lui, va mettre en avant, tout est beau dans le meilleur des mondes possibles. Mais avec le mot possible, cela souligne bien le fait que les optimistes ne croient pas en la perfection du monde. Voilà. Et ils croient en quoi, alors, l'optimisme? Est-ce qu'il y a une recherche de vérité? Ou alors un monde meilleur. Non, c'est un monde meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, on met en avant les actions positives. On met en avant, plutôt que encore une fois, je le répète, que de pointer du doigt ce que l'autre fait mal, eh bien, on va mettre en avant, c'est ce que font toutes les associations comme Greenpeace, WWF, toutes les associations la plateforme, je pense à la plateforme qui met en avant toutes les initiatives citoyennes, positives, Bleu, Blanc, Zèbre, fondée par Guillaume Villemot, je les cite très souvent dans mes livres, parce que c'est important de mettre en avant justement ce que les gens font bien, Guillaume Villemot et Alexandre Jardin. Voilà, c'est ça, c'est mettre en avant ce qui est des solutions alternatives. Voilà, nous avons d'un côté le mal qui agit, qui est là, mais plutôt que de se focaliser dessus, plutôt que de chercher à le combattre, à lutter contre, comme vous avez employé le terme tout à l'heure, eh bien, on va plutôt agir pour. C'est vraiment ce que moi je mets en avant dans mes ouvrages, c'est agir pour. C'est pas lutter contre, parce qu'en luttant contre, on accroît les énergies négatives des actions négatives. Voilà. Et alors qu'au contraire, si on agit positivement en faisant le bien, eh bien, on apporte une énergie positive. D'ailleurs, je citerai une citation d'André Gide qui dit « Conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à la tristesse ». Ça, c'est une citation que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, mais qui me parle. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment se dire qu'un état d'esprit positif t'aide non seulement à imaginer ce que tu veux être, mais t'aide aussi à le devenir. Voilà, je comprends. C'est toute une construction, une attitude, un état d'esprit, comme vous dites, et qui amène finalement une certaine forme de liberté, parce que je vois la liberté, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos livres, notamment dans celui de la collection Papyrus Éditions. D'ailleurs, aujourd'hui, la lecture, l'écriture, pour vous, est aussi une forme de liberté. Donc il y a le côté optimisme, on va dire, de la vie de tous les jours, en tout cas de cet état d'esprit, mais il y a aussi un peu le côté introspection de l'optimiste qui passe, en tout cas pour vous, par la lecture, l'écriture et les promenades. Eh oui, lire des livres. Voilà. Les associations Lire et Faire Lire aussi permettent cela pour donner aux enfants le goût de la lecture. Je pense à la plateforme aussi numérique Whisperies qui donne des histoires pour enfants animées en anglais, c'est très vivant. Ils font une aide à la lecture. La lecture permet de s'évader, effectivement. On voyage, vous savez, dans cette période où on est confiné,
c'est important de pouvoir s'évader. Et on voit d'ailleurs Fabrice Lucchini qui a fait une lecture des Fables de La Fontaine. Je vois aussi Zabou Bretman sur Instagram qui fait des lectures. Moi-même, je propose des lectures sur ma chaîne YouTube de mes livres, mais aussi d'autres textes. Voilà, ça permet. Justement, est-ce que vous pouvez, j'en profite, hein, est-ce que vous pouvez nous lire, je sais que vous avez le livre Faire le bien, bien le faire à côté de vous, est-ce que ça vous dérange pas de lire quelques petites lignes d'un texte? Pas du tout, non, avec plaisir, avec plaisir. Ben, je vais choisir, tiens, c'est un mot que j'ai pas forcément lu dans les vidéos que j'ai pu présenter récemment sur l'ouvrage. Vérité, tiens, on en parlait tout à l'heure. Laquelle? La mienne? Il n'y a pas de vérité absolue. Ce à quoi je crois, peut-être que mon voisin n'y croit pas. Ce qui est vrai pour un tel ne l'est peut-être pas pour moi. Personne ne la détient. Il y a donc, selon moi, plusieurs vérités. Tant qu'elles n'entravent pas la liberté d'autrui ou ne nuisent pas à l'existence de tout un chacun, cela ne me dérange pas que mon voisin croie avoir été visité par des extraterrestres, ou que ma voisine, encore elle, parce que j'en parle de ça dans le livre, ne croit pas que l'on est une âme et que quand on meurt, eh bien on meurt et puis c'est tout. Action ou vérité? Les enfants jouent parfois à ce jeu, ils ont plus de mal à dire la vérité sur leurs sentiments que de passer à l'action et d'embrasser celui ou celle qu'ils aiment, par exemple. En philosophie aussi, la liberté fait débat. On dit que la philosophie est l'amour et la recherche de la vérité. De Platon en passant par Descartes et Spinoza, chacun a sa conception de la vérité. De nos jours, dans les journaux, à l'heure des fake news, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Voilà, vérité. Voilà. Ben, merci beaucoup, Jérôme. J'ai envie qu'on se quitte sur ce passage, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Ben écoutez, je voudrais juste citer une citation de Omram Mikhail Ivanov, que j'adore. L'existence est d'une richesse infinie et ne cesse de nous offrir d'immenses possibilités. Voilà, je voulais terminer sur cette note positive. Merci, Jérôme. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt. Donc je reste en ligne, je coupe pas, si tu veux.